Dans la société québécoise, les légendes ont joué un rôle important pour maintenir certaines traditions, pour raconter certaines histoires, pour passer certaines morales. Donc, on retrouve toutes sortes de légendes, que ce soit les loups-garous, que ce soit la chasse-galerie. Les légendes qu'on a représentées sur le mur sont tirées là aussi de différents faits qui nous ont été racontés, une partie de mon père. La plus connue, c'est le Ménacène, le pain solitaire qui est toujours sur la rivière. Il y a une croix, un petit îlot rocheux avec une croix de métal illuminée par les soirs. Et à l'époque, il y avait un pain solitaire qui vient de légende, qui a été tiré d'un livre que j'ai ici, de M. Massé comme tel, en 1922, qui est un petit roman influencé d'éléments historiques comme tel, et qui en devient vraiment savoureux. Et c'est l'histoire de ce document-là qu'on a voulu illustrer en partie, parce que la majorité des gens connaissent symboliquement un peu l'histoire. Mais après ça, on s'amuse à les tirer dans d'autres documents. On en a un beau ici qui est de M. Demers, qui on peut retrouver à la Bibliothèque de Sherbrooke, et on retrouve à l'intérieur de ça de vieilles photos et une grande partie des légendes de Sherbrooke. En fait, la rivière Saint-François est importante pour les explorateurs dans le sens où elle permet de circuler à travers le territoire. Elle permet, c'est pas un des grands axes de circulation, c'est pas un axe de circulation comme la rivière des Outaouais pouvait l'être pour aller vers les pays d'en haut, ou le Saint-Maurice pour remonter d'une part vers les Forges, mais aussi au-delà vers le pays des Algonquins et des Montagnais, et même au-delà des Cris. Dans ce cas-ci, la rivière Saint-François, c'est une de ces routes-là pour aller, un peu comme le Richelieu, pour aller vers les colonies anglaises, pour commercer, pour attaquer. Et donc, il faut connaître ce territoire-là. Et donc, il y a des explorateurs qui vont fréquenter le territoire pour mieux connaître les axes de pénétration et pour être en mesure de mieux l'utiliser selon les différents projets qu'on avait de commerce plus ou moins légal, parce que parfois il y a aussi de la contrebande qui se fait, mais aussi dans certains cas pour des attaques qui peuvent avoir lieu. Le couple qu'on retrouve dans la murale est vraiment tiré du livre de M. Massé. Lorsqu'il y a eu la guerre entre les Français et les British, et pendant une période, les clans alliés, en d'autres mots, les Français, c'était les Abenakis, et du côté des British, c'était les Iroquois. Et d'un côté à l'autre de la frontière, on faisait des attaques surprises pour déstabiliser un peu nos adversaires. Il raconte l'histoire d'un couple qui a été kidnappé dans la région de Deerfield, Massachusetts, en plein hiver, au mois de février. Donc l'attaque était vraiment surprise, parce qu'on n'attaquait pas l'hiver. Donc imaginez-vous kidnapper en surprise, en petits souliers pas habillés pour l'hiver, de se faire transporter, forcer jusqu'au lac Saint-François. La jeune dame était très épuisée, on peut s'imaginer pour même n'importe qui. Mais son fiancé, qui était supposément forgeron, un bon gaillard, il disait toujours « décourage-toi pas, on va trouver une façon, on va se sauver, on va se sauver ». Et justement, un soir, dans la nuit au camp de Delac, il a réussi à prendre un canot et revenir sur la rivière Saint-François. Se sauver à course, parce qu'il sachant bien que les Abénaquis allaient le poursuivre. Il a échoué, il a posé son canot, ils ont continué la marche et à la course pour se revenir. Et lorsqu'il est arrivé à Sherbrooke, la fiancée est morte. Se sachant toujours poursuivi par les Abénaquis, il n'y a pas le temps vraiment de creuser une tombe normale. Donc, il voit l'îlot rocheux au milieu de la rivière. Et à cette époque-là, la rivière était beaucoup plus creuse et beaucoup plus rapide. Les barrages, il n'y avait pas de barrage à ce moment-là. Donc, il la prend dans ses bras, il s'en va la porter sur l'île rocheux. Il ne voulait pas la laisser à découvert. Il revient sur la rive, il ramasse de la tourbe, du lichen, et retraverse la rivière et va l'appliquer dessus. Pas le temps de faire vraiment une croix, parce qu'il n'y a pas les outils ni le temps. Retraverse la rivière, ramasse un petit pain, et retourne sur l'île rocheux. Il le plante dans le cœur de la Vierge, et c'est comme ça que le pain solitaire avait grandi. Et pour les Amérindiens, la forme du rocher qui sort de l'eau ressemble un peu à une carapace de tortue, qui représente la terre pour eux, de façon symbolique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1692? On a souvent des Abénaquis, dont c'est le territoire, mais aussi des Iroquois qui sont à la recherche de nourriture, qui sont à la chasse, et les deux se rejoignent, se rencontrent aux Grandes Fourches.
et donc qui est un lieu assez fréquenté. Donc, lorsqu'on a des rivières comme ça, c'est un carrefour, si on veut. Il y aurait eu, au mois de février, un froid glacial et les Abénaquis qui étaient majoritairement sur le territoire, des nomades aussi qui se promenaient pour se nourrir, seraient d'un côté de la rivière et ils ont aperçu de la fumée de l'autre côté de la rivière. Et donc, les deux groupes auraient pu s'affronter de manière militaire, mais les deux chefs ont choisi, pour éviter des pertes trop grandes, que les deux meilleurs guerriers de chaque groupe s'affrontent en combat singulier. Et donc, ce qu'on leur a demandé de faire, c'était de faire une course autour du pain solitaire sur le rocher de Ménacène jusqu'à l'épuisement d'un des deux. Celui qui perd doit quitter le territoire. Et depuis ce temps-là, c'est un territoire abénaki. Ce qui a été pour nous un grand défi, c'est de retrouver les éléments historiques de cette période-là. Donc, des costumes tirés de livres d'archives, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent des croquis à la main. Donc, pour reproduire un uniforme, exemple d'un Rangers américain, ça s'habillait comment? On sait qu'il s'habillait en vert, on sait qu'il portait des chapeaux, quel genre d'armes portait-il? Et c'est important pour nous d'être le plus fidèle à l'histoire que possible. Donc, je dirais, pour l'exemple, pour avoir les références les plus justes, on s'est même déplacé, on est allé au lac Champlain, à un fort qui s'appelle Ticonderoga, sur le lac Champlain. Et à chaque année, un fort à visiter absolument, et à chaque année, le 24 juin, ils refont des simulations de combat. Dans ce fort-là, pendant cette période-là, le camp recule dans le temps. Tout le monde est costumé intégral avec tous les détails précis de la période. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les costumes, voir comment le feu se faisait, les armes, ils portaient quoi, comment ils s'habillaient, et quelle était la différence dans la tenue vestimentaire entre un Iroquois et un Abénaki. Si on ne le sait pas, il y a une énorme différence. Sur le mur du comptoir familial, on a donc illustré un personnage qui marque le comptoir familial comme tel. Il se retrouve donc sur la partie de la façade, à une des fenêtres, et c'est M. Louis-Georges Carignan, qui a été fondateur en 1959 avec l'abbé de Sèvres, le premier comptoir vestimentaire.